Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre l'émission Point de vue en ce dimanche 22 janvier 2017. Monsieur Mansour Eliman Kane, bonjour. Bonjour, Monsieur Nying. Merci d'être avec nous. Merci, Monsieur Nying. Permettez-moi tout d'abord de saluer respectueusement les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, avant de présenter mes vœux de bonne et heureuse année 2017 à tous les Sénégalais. Pour notre pays, je souhaite une prospérité économique, une stabilité et une année de paix. Voyez-vous, M. Nying, sans la paix, rien ne peut se construire dans la durée. Absolument. Il faudra donc que tout un chacun de nous prie pour préserver la paix au Sénégal, cette paix qui fait la marque de notre pays. Merci beaucoup. Alors, bienvenue. Vous êtes donc le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Dans cet entretien, évidemment, nous reviendrons largement sur les questions qui touchent votre département, notamment la politique d'infrastructure du gouvernement de la République du Sénégal. Mais en ouverture, je voudrais vous faire réagir sur l'actualité de la Gambie. Heureusement, on a eu un dénouement de cette crise post-électorale avec le départ, finalement, de Yaya Jammeh. Merci, M. Nying. Il faut d'abord se féliciter de la restauration de la démocratie sans intervention militaire. Il faut aussi saluer les efforts inlassables de la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, le Conseil de sécurité, et saluer la détermination, la fermeté avec l'ouverture et le leadership du président Macky Sall qui a géré cette crise de main de maître. Je pense que le Sénégal et la Gambie font deux pays, mais c'est un même peuple. Oui. C'est un même peuple avec un même défi. Il faudra donc que tout le monde travaille pour que la paix perdure en Gambie et que dorénavant, qu'on commence à travailler dans une dynamique d'intégration régionale. D'accord. Il faut d'ailleurs, à ce sujet, rappeler que le président Adama Barrow a prêté serment à Dakar et que le Sénégal a déployé une solidarité extraordinaire pour accueillir les familles gambiennes, notamment, qui ont fui la situation sur place. Alors, cette crise en Gambie, effectivement, a remis sur la table la problématique du contournement de ce pays qui est au cœur du Sénégal, on le sait. Justement, vous êtes interpellé parce que vous avez en charge le désenclavement. Partant des dysfonctionnements qu'on note souvent quand il y a des situations de ce genre, certains proposent la construction d'une voie de contournement qui n'est pas celle qui passe par Tambacounda. Qu'est-ce que vous répondez? Monsieur Nying, on a bien regardé ce projet de nouvelles voies de contournement. Mais à vrai dire, on ne gagne rien. Pourquoi je dis qu'on ne gagne rien? Parce que cette voie est obligée d'aller jusqu'au dernier village de la Gambie pour contourner et prendre la RN6 qui va à Ziguinchor. Ce dernier village est à 20 km de Tambacounda. Mais elle est plus courte, non? On parle de 20 km. 500 km. Non, c'est 20 km, je parle en tant que ministre des Infrastructures. On ne gagne que 20 km. Aujourd'hui, la voie qui existe, donc qui va de Dakar jusqu'à Tamba, qui redescend et coupe la RN6 de Vélingara à Kolda à Ziguinchor, fait 902 km. Elle est réhabilitée presque à 100%. Le dernier tronçon qui reste à réhabiliter, c'est Fatick-Kaolack, presque terminé dans 2 mois. Vélingara-Kunkandé, presque terminé dans, en tout cas, le premier trimestre de 2015. Donc 902 km seront disponibles et cela demande 13,5 heures de trajet. C'est quand même long, je comprends. La nouvelle voie dont on parle est distante de 500 km, c'est ça que je voulais dire, non?
Non, la nouvelle voie, elle est obligée de contourner la Gambie Oui. dans toute sa longueur. Et le bout de la Gambie où la voie doit rejoindre le territoire sénégalais, Oui. de l'autre côté, c'est 20 km qu'on gagne. Au calcul fait, ce n'est pas du tout rentable. Aujourd'hui d'ailleurs, l'histoire nous donne raison de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est réhabiliter le corridor transgambien. Le corridor transgambien, donc de Dakar à Kaolack, Kaolack, Nioro, Nioro, Keur Aïb, Farafenni, Farafenni, le pont, qui coûte 50 milliards, financé par la BAD, Sebona, Ziguinchor, ça fait 402 km. Donc investir aujourd'hui dans l'intégration, comme je le disais à l'introduction, Oui. nous fait gagner 6 heures de temps, parce qu'on pourra utiliser la transgambienne qui ne fait que 402 km de Dakar à Ziguinchor. D'accord. Vous avez parlé du pont, il va se faire? Je souhaite qu'il se fera. Il faut qu'on profite de ce momentum aujourd'hui entre la Gambie et le Sénégal, parce que le financement est là. On avait posé la première pierre, les travaux avaient débuté. Oui. L'ancien régime l'avait suspendu. Aujourd'hui, je pense L'ancien régime gambien. Gambien, oui, bien sûr, l'avait suspendu. Aujourd'hui, j'ose espérer que la priorité des priorités sera de redémarrer ce pont, parce que c'est ce pont qui sera le jalon de l'intégration économique entre les deux pays. D'accord. Voilà ce qu'on pouvait donc dire sur la situation en Gambie, qui d'ailleurs, on l'a vu, hein, vous concerne naturellement en tant que ministre, comme je l'ai rappelé, chargé du désenclavement. On peut maintenant venir à la politique d'infrastructure que vous mettez en œuvre. On avait une idée reçue, ou une opinion qui était avancée souvent, opinion que, bon, le défunt régime libéral était imbattable dans la politique d'infrastructure. Est-ce que vous avez aujourd'hui des éléments qui renversent cette thèse-là? Bon, tout d'abord, je pense que je vais vous expliquer qu'il y a eu un changement de paradigme de la politique des infrastructures au Sénégal. Avec l'arrivée du président Macky Sall, on a eu une nouvelle vision. Et je vais vous dire cette vision du président de Macky Sall.
livraison 2018. De Thiès à Touba, 113 km, livraison décembre 2018. De Thiès à Tivaouane, 28 km, livraison décembre 2018. Donc ça fait les 180 dont je parlais. Additionné aux 32, ça nous fait 217, plus les 36 déjà là, on sera à 250, à peu près 249 pour être exact. 249 place le Sénégal en tête de peloton de l'Afrique en ce qui concerne les autoroutes à péage. Parfait. Donc on reste sur le volet autoroutier pour voir justement un élément qui concerne une visite de terrain que vous faisiez tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, il y a quelques jours sur le chantier donc de Ila Touba. Nous allons voir ça avec Amidou Diop. Entre l'échangeur de Djombor et la ville de Thiès, la distance fait juste une dizaine de kilomètres, comme l'indique cette carte. Le tronçon est tracé, les travaux se font à la vitesse grand V. Les ingénieurs prédisent une livraison conforme au délai. Le tronçon AIBD Thiès sera prêt au mois de décembre. Mais on espère pouvoir faire le gros des travaux, sans compter à part la signalisation et les équipements de sécurité. Le tronçon sera roulable au mois d'octobre. Inch'Allah, c'est peut-être à dire. Il ne reste ici qu'à gérer cette distance de 800 mètres située sur le plateau de Diass. La zone nécessite l'utilisation d'explosifs pour percer la roche et installer la route. Rythme d'avancement des travaux, 100 mètres par mois. Aujourd'hui, on s'est mis d'accord tous ici que pour optimiser et avoir l'accélération des travaux, il faudra qu'on puisse parler avec la société Bintech qui s'occupe du minage pour voir comment il faudra, avec des moyens additionnels et des moyens techniques, réduire cette durée pour que cette autoroute aussi puisse être livrée aux alentours du mois de juin-juillet 2017. Voilà l'autoroute Ila Touba. 113 km d'autoroute. Toutes les emprises sont déblayées, les premières couches de latérite posées. Le rythme d'avancement des travaux est satisfaisant et dès le prochain Magal de Touba, les pèlerins pourront contourner la ville de Thiès et prendre l'autoroute Ila Touba sur 10 km. À partir du mois de novembre, Inch'Allah, pour les gens qui viendront au Magal, on pourra partir de Dakar, prendre l'autoroute, contourner Thiès et sortir sur le PK10, reprendre la RN3 pour aller sur Touba. Je pense que c'est le premier livrable. À problème majeur, solution majeure. Enclavement du Sénégal, c'est un véritable nœud. Désenclavement comme option politique, le président est en train de régler cela. L'autoroute Ila Touba est un financement Exim Bank et sera livré clé en main en décembre 2018 selon le ministre. Toutes les dispositions sont prises pour le respect des délais. Ce qui est intéressant dans cet élément, c'est que vous le dites carrément, au prochain Magal de Touba, on pourra passer par l'autoroute Ila Touba pour joindre la cité religieuse, c'est ça? Oui, monsieur Ning, je vous ai dit tout à l'heure, en donnant l'exemple de AIBD, donc l'aéroport à Thiès, que cette autoroute sera livrée en 2017. Oui. 2017, on est pratiquement en 2017. Donc en novembre 2017, Ila Touba, donc de Thiès à Touba. Les gens sont en train de travailler sur 2 diffuseurs. Le premier, qu'on appelle le diffuseur de Thiès, c'est ce diffuseur qui va connecter l'autoroute Ila Touba à l'autoroute qui vient de l'aéroport. Oui. Et le deuxième diffuseur sera ce que dans notre jargon on appelle le PK10, c'est-à-dire à 10 km de Thiès, pour que les gens puissent sortir de ce diffuseur et reprendre la RN3, c'est-à-dire la route nationale, et aller sur Touba. Oui. Donc, premier livrable, novembre 2017, les pèlerins qui quittent Dakar prennent l'autoroute jusqu'à AIBD, descendent sur ce diffuseur dont je vous parlais, contournent Thiès et sortent à 10 km de Thiès pour aller sur Touba. Ce sera un gain énorme en temps et ce sera la fierté des Sénégalais de voir déjà que pour aller à Touba en 2018, on peut y aller un vendredi, prier et revenir, continuer son travail à Dakar. Qu'est-ce qui vous a permis exactement d'être en avance sur le temps? Vous savez, avec le président Macky Sall, c'est des diagnostics, de nouvelles idées et des mises en œuvre. Oui. Ila Touba, comme tout projet, pouvait se faire
comme un projet d'autoroute normale où l'entreprise vient, commence soit d'un bout ou de l'autre bout. Oui. Mais ici, le président avait demandé qu'on commence sur 3 niveaux. Donc, Ila Touba a été subdivisé en projets. 3 projets, de Thiès à Bambey, oui. De Bambey à Diourbel, de Diourbel à Touba. Pour que ça soit possible, il y a 3 facteurs qu'il faut réunir. Le premier facteur, le plus important, c'est un facteur matériel. Ila Touba, donc l'entreprise CRPC, a dépêché au Sénégal 370 camions, 3 centrales de bitume à 320 tonnes par heure. En général, toutes les entreprises des travaux publics n'ont qu'une centrale. Donc les 3 centrales ont permis d'avoir 3 projets autonomes. C'est ça le succès. Et on a gagné sur le temps, oui. Un facteur de 1,5, donc 10 mois par rapport au contrat de livraison. D'accord. Alors, le financement de ce grand projet autoroutier avait évidemment, on l'a entendu, également suscité des débats. On vous avait notamment répliqué que, bon, voilà, il y a un projet qui est là, qui va coûter 413 milliards. Et la procédure, c'est carrément une commande directe. Quelle est la réponse que le ministre que vous êtes donné à ces critiques-là? Bon, je vais vous donner l'explication. Il faut que les gens comprennent qu'il y a plusieurs façons de financer un projet. Et chaque façon a ses exigences et ses recommandations. Les 3 façons les plus connues en financement de projet sont les suivantes. Quelqu'un, un État, l'État du Sénégal, qui a son argent, qui veut faire un projet, il est soumis au règlement du Code des marchés. Tout ce que le marché sénégalais réclame, il est obligé de le faire. Deuxième façon de financer un projet, par les bilatéraux, Banque mondiale, BAD, on est impérativement obligé de faire un appel d'offres international avec des nuances en fonction du bailleur.
ont été trouvés, c'est des financements qui restaient sur le projet initial. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la VDN sur Dakar, il n'y a pas que Ila Touba. À l'intérieur du pays également, vous avez, comment vous l'appelez, linéaire? Linéaire de route. Combien, voilà, de linéaire de route, dans votre jargon, c'est ça que vous dites souvent. Sur quoi vous travaillez exactement pour permettre aux populations de l'intérieur du pays de se mouvoir sur les routes? Je pense que j'avais parlé du deuxième objectif, qui est de corriger l'inégalité régionale. Et ça, c'est effectif. Et les Sénégalais de l'intérieur savent que le pays est en marche. Oui. Parce qu'il y a des chantiers un peu partout. Je vais en citer quelques-uns. Des chantiers terminés ou en cours. Les chantiers terminés, comme vous avez commencé sur la VDN, je continue VDN 3, Mbayar, Noto, Lompoul. Oui. On continue vers le nord, Richatol, Ndjoum. On revient au centre, Dara, Linguer, qui est terminé, Touba, Dara en construction. On continue vers le sud, on a Ziguinchor, Kolda, Vélingara. Donc aujourd'hui, et au centre, on peut parler de Kaolack, Nioro, Ker Aïeb, on peut parler de Passy, Sokone. Il n'y a pas une région qui n'est pas touchée. Oui. Il faut ajouter à cela un programme très ambitieux du chef de l'État qui pense que corriger l'inégalité régionale, ce n'est pas seulement faire des routes et passer devant des villes. Il faut donner aux villes, je traduis ici un concept américain, la dignité. De la même façon, un individu a la dignité. Vous vous levez un jour, vous êtes dans votre 31, comme on le dit, c'est une dignité. Oui. Une ville doit avoir une dignité. Et le président a mis en place ce qu'on appelle Promoville. Promoville, c'est un programme qui va donner aux villes de l'intérieur de la voirie urbaine, qui va donner aux villes de l'intérieur de l'assainissement, qui va donner aux villes de l'intérieur de l'éclairage, qui va donner aux villes de l'intérieur de l'aménagement paysager. Ce programme aujourd'hui a 90 milliards de francs CFA. On a commencé à Dakar, dans des villes, d'ailleurs la semaine prochaine je vais en visiter, Pikine, Guédiawaye. On en a commencé à Kaolack. Il y a 13 villes pilotes sur lesquelles on va commencer ce projet, mais les 3000 villes du Sénégal seront impactées d'ici 2020. D'accord. Alors, il n'y a pas que ça. Bien sûr, le président de la République tient beaucoup à ce qu'il appelle le renouveau du chemin de fer au Sénégal. Le rail occupe donc une place de choix dans sa politique et le projet emblématique ici, c'est le TER qui a été lancé récemment. Alors, pourquoi il nous faut ce renouveau du rail au Sénégal? Il nous faut ce renouveau du rail parce qu'on veut être émergent. On n'a jamais vu un pays qui s'est développé sans les rails. Il faut un transport de masse. Aujourd'hui, la capacité de la route est limitée. Aujourd'hui, l'impact du fret sur la route est négatif. Pour le Sénégal, c'est 35 milliards charges à l'essieu. Pour le Sénégal, c'est 60 milliards par an d'entretien sur les routes pour la bonne et simple raison qu'on a des gros porteurs vieillissants. 92% des 34 500 gros porteurs ont plus que 30 ans. Ça pose un problème de compétitivité. En plus, ils détruisent les routes, c'est ça? Voilà, ils détruisent les routes, ils ne sont pas compétitifs, ils font des accidents. Donc on ne peut pas changer ce rapport modal sans mettre le rail en place. Donc ça nécessite le renouveau du rail et c'est dans ce cadre que le président, dans le schéma directeur du renouveau des rails, il n'y a pas que le TER. Oui. Il y a le Dakar-Bamako, il y a le Dakar-Tamba, il y a Dakar-Saint-Louis, mais il faut commencer quelque part. Et c'est pourquoi on a commencé par le TER. Je ne sais pas si vous voulez que je continue sur le TER. Si vous avez une autre précision, je vous la donne. Et je continue pourquoi il est important? Voilà, maintenant pourquoi il est important. Un projet, il faut le remettre dans son contexte. Le contexte aujourd'hui, qui est là, visible, palpable, c'est que tout est à Dakar. Dakar, c'est 66% de l'activité économique. Dakar, c'est 23% de la population. Dakar, c'est 0,3% seulement de surface. Dakar, c'est 100 000 habitants chaque année en plus qui vont venir avec leurs demandes en transport, avec leurs demandes en énergie. Dakar, c'est 66% de l'activité économique.
Dakar, c'est 10% de mobilité motorisée, alors qu'un pays émergent est à 40% de mobilité. Donc, ça pose un problème structurel. Oui. Tout le monde voit que les rues sont engorgées à Dakar, déjà, si on ne fait rien. C'est ça la question qu'il faut se poser. Les gens parlent du TER, on sait combien coûte le TER, 568 milliards. Personne d'autre ne sait combien va coûter de ne pas faire le TER. On connaît déjà ne pas faire le TER, aujourd'hui coûte 100 milliards par an. Ne pas le faire dans le futur va coûter encore beaucoup plus cher. C'est ça le rationnel du TER. Oui. Et le TER, c'est générique. C'est comme Arigoni. C'est 15 trains, ce n'est pas un train. C'est 15 trains avec une fréquence toutes les 15 minutes aux 14 gares qui seront entre Dakar et Diamniadio. Donc je pense que ne pas faire le TER, c'est prendre le risque que l'économie du Sénégal va perdre plus que 100 milliards chaque année. Et faire le TER dans des conditions, en tout cas, que le Sénégal a pu faire, coûte 26 milliards par an. Dites-moi, M. Nying, est-ce que vous avez vu dans le monde, ou bien les gens qui critiquent le TER, est-ce qu'ils ont vu dans le monde un projet où on a des bailleurs de fonds et que ce projet ne soit pas rentable? Je n'ai jamais vu, moi, en tant que banquier... Pourquoi on le dit alors? Parce que, évidemment, les critiques vont dans ce sens, que le TER ne serait pas rentable et que, bon, il va engloutir les fonds du contribuable. Qu'est-ce que vous répondez? Ce n'est pas les fonds du contribuable. On n'a pas demandé au Sénégal d'amener 568 milliards. On vous donne un TER, on vous donne 15 TER. Enfin, aujourd'hui, c'est une coopération. Il faut que les gens comprennent les mécanismes de financement. Expliquez. Les mécanismes de financement dans ce terrain, c'est que l'État n'a mis que 110 milliards. Parce que c'est 568 milliards, apport de l'État 20%, tout le reste, c'est un financement type Exim Bank, comme je vous l'expliquais. Donc, financement avec des partenaires, taux 2%, durée 25 ans. N'importe qui peut prendre sa machine et calculer, tu vas trouver 25,26 milliards à rembourser par an. Oui. Donc, ne serait-ce que les 100 milliards remboursent les 20 milliards et vous gagnez 74 milliards, sans compter le côté maintenant financier du TER. Le TER, il va transporter des gens quand même. Oui. Donc, ces gens vont payer des tickets. Donc, sa rentabilité interne a été... Oui. Ils vont travailler avec le gouvernement pour fixer les prix. Mais déjà, les modèles, les simulations, les gens seront surpris qu'il sera moins cher de prendre le TER que de prendre le bus. Et l'autoroute, parce que évidemment, c'est pourquoi la question est intéressante, parce que sur l'autoroute, les gens ont dit et l'ont redit que vraiment c'est très cher. Entre l'axe Dakar-Diamniadio, on paye cher sur l'autoroute à péage. Je vais revenir sur ça aussi. On met un peu de côté une parenthèse de l'autoroute, mais c'est important. On reviendra sur le TER, mais c'est bon aussi d'expliquer, parce que quand les gens ne comprennent pas, ça reviendra. Et je veux que ça soit clair une fois pour toutes et qu'on n'y revienne pas. On demande que ça, oui. Allez-y. L'autoroute à péage, d'une façon générale, en tout cas dans le cas de figure au Sénégal aujourd'hui, qui est exploité par Gérard Sénac, c'est un PPP. Partenariat public-privé. Voilà, partenariat public-privé. Donc ça veut dire que c'est un public et un privé qui vont ensemble faire un projet. Il faut d'abord comprendre les intérêts des uns et des autres. Le public et le privé n'ont pas les mêmes objectifs. Absolument. Le privé a l'objectif de maximiser les revenus. Le public a l'objectif de maximiser le bien-être des populations. Donc ce sont ces deux qui vont, vous me permettez le terme, ensemble se marier, si vous voulez, pour faire un projet. Dans ce cas, il faut que les gens comprennent que la rentabilité doit y être pour que le privé puisse y trouver son compte. Et cette rentabilité,
c'est le prix du péage. Non seulement une partie va aux dividendes des actionnaires du privé, mais une partie revient au Sénégal comme concession. Et dans le cas de figure qu'on a au Sénégal, ce qui revient au Sénégal permet, je vous avais dit que les prêts étaient concessionnels, permet de repayer les prêts concessionnels. Ce qui revient au Sénégal permet d'entretenir l'autoroute. Ce qui revient au Sénégal, et ce qui revient, disons, à l'ensemble du PPP, permet la sécurisation, donc de mettre en sécurité l'autoroute et permet à tout le monde de voyager en quiétude, donc le confort. Mais les autres qui n'ont pas pris l'autoroute, ils ont gagné. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné qu'ils roulent maintenant sur des routes moins encombrantes. Donc il y a des externalités positives, même pour les gens qui ne prennent pas l'autoroute. Oui, mais en tenant compte également du facteur argent, le pouvoir d'achat, le pouvoir du contribuable de ce... On prend en compte... De payer un ticket et passer par l'autoroute. Oui, mais ça, c'est pas une alternative, c'est un choix. On n'oblige pas les gens à prendre l'autoroute. Bien sûr. Ce qu'on oblige du Sénégal, du gouvernement, c'est de mettre en place le réseau national. À chaque fois que vous verrez une autoroute, vous verrez un réseau national bien réhabilité à côté. Parce que c'est ça qui nous revient en tant qu'État. L'autre nous revient parce qu'on veut changer de paradigme pour aller plus vite, ne plus faire des routes postales ou des routes de développement, mais aller vers des routes de l'émergence. C'est une différence aussi. Il faut comprendre qu'ici, c'est un pays qui a une vision. Et l'émergence a un coût. L'émergence est en cours et l'émergence passe par les infrastructures. D'accord, ça c'est clair pour l'autoroute à péage. Et si on revient sur le rail maintenant, on connaît le TER, vous avez expliqué un peu le mécanisme de financement, l'opportunité, l'importance de ce projet emblématique. Alors, et maintenant, qu'est-ce qui reste de ce réseau ferroviaire-là? Parce qu'on le sait, avant le TER, les gens avaient réclamé la réhabilitation de certains réseaux ou certains tronçons. Je ne sais pas si on dira tronçons quand il s'agit de réseaux ferroviaires ou pas, parce que c'est votre domaine. Mais en tout cas, il y a Dakar-Saint-Louis, il y a Dakar-Bamako, hein, il y a beaucoup d'autres tronçons qui sont là et qui ne demandaient qu'à être réhabilités. Sur quoi vous travaillez exactement pour cela? Je vais préciser d'abord un point sur le TR. J'ai parlé que c'est 15 trains, j'ai parlé que c'est une capacité quand même de 115 voyageurs par jour. Oui. J'ai parlé que c'était un train bimode, électrique et diesel, premier en Afrique de l'Ouest aussi, ça il faut le signaler. Pour revenir maintenant au réseau d'une façon générale. Vous savez, M. Nying, le rail est important, au début je vous l'ai dit, pour un pays émergent. Je vous donne juste un exemple. Dakar-Bamako. Dakar-Bamako, c'est 3,6 millions de tonnes par an qu'il faut transporter du Sénégal vers le Mali. Le Mali est le premier client du Sénégal. 60% de ces 3,6 millions de tonnes, c'est une fabrication locale ou une production locale. Donc aujourd'hui, avec une croissance de 6,6, on espère cette année peut-être avoir plus, l'année prochaine en avoir encore plus. Les Sénégalais vont toujours produire beaucoup plus. Donc il y aura toujours beaucoup plus à transporter vers d'autres pays. On reviendra sur le désenclavement externe du pays qui peut se faire par les routes, mais par le rail aussi. Et ces 3,6 millions de tonnes transportées à Bamako concurrence avec les routes. Concurrence déloyale parce qu'on a parlé des gros porteurs, on a parlé des externalités négatives, les accidents, la pollution. Donc on ne peut pas ne pas faire le rail. Si on ne fait pas le rail, le pays sera étouffé, il y aura toujours beaucoup plus d'accidents, on va toujours reprendre notre argent pour faire la maintenance des routes. Donc ça c'est un schéma très simple de dire que le rail c'est une priorité. Et le président l'a bien compris. Et le rail c'est le fret et les voyageurs. On a commencé d'abord à désengorger Dakar, en faisant du réaménagement du territoire, mettant Diamniadio en place, faisant le TR pour faire le transport. Après, il faut maintenant aller vers d'autres destinations. Sinon, le train, il n'est pas régional. Oui. Bon, d'autres destinations, c'est où? C'est Tambacounda avec un port sec à Tamba, pour toujours créer un pôle économique à Tambacounda. C'est Saint-Louis avec toutes les potentialités au nord. Donc voilà on avait même parlé de Dakar-Ziguinchor, non?
Oui, on a parlé d'Agar-Ziguinchor, on ne peut pas tout faire. Ouais. Il faut aussi comprendre que c'est des priorités dans des priorités. Oui. Mais il faut être stratégique. Ouais. La stratégie aujourd'hui, c'est désengorger Dakar. Ouais. La mobilité urbaine, réduire le nombre d'accidents, passer à partir de là à Dakar-Tamba, remettre le port sec, aller vers le nord et à Dakar-Tamba parce qu'on a les minerais de fer. Tamba Falémé, c'est pourquoi on a fait le port sec à Tamba, les minerais de phosphate, Matam Tamba, Ziguinchor Tamba. Après, ce seront des tronçons qui peuvent être aussi faits suivant un schéma PPP. Ce qu'on va retenir en définitive, c'est qu'au-delà du terre, le réseau national va être réhabilité jusqu'à Bamako. Ouais, ça c'est à coup sûr. D'accord. Alors, nous allons maintenant aborder une question extrêmement importante concernant la sécurité routière. Moi, j'y vais directement parce que c'est quand même important. En dépit de mesures qui sont souvent annoncées, on voit que les accidents se poursuivent et à une proportion extrêmement importante également. Ici, quel est le problème? Est-ce que c'est la politique de prévention qui n'est pas efficace ou alors, expliquez-nous, pourquoi? Vous savez, quand il y a des accidents, il y a des facteurs accidentogènes qui peuvent se classer en trois. C'est soit la route, soit le véhicule, soit le comportement humain. Nos statistiques nous montrent que 3% des accidents ont comme pour cause la route. L'appel d'offres est lancé, donc on va faire une pierre deux coups. La première pierre, c'est que le contrôle soit obligatoire. Et la deuxième pierre, c'est le renouvellement du parc. Il faudra rajeunir le parc et continuer à faire le contrôle technique des véhicules. Oui. Le point le plus important et le plus difficile à régler, parce que c'est un comportement humain, il est à 90% par rapport aux statistiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, on est en train de revoir le code de la route. Parce que c'est le code de la route qui encadre l'être humain. Quand je regardais les statistiques, les causes d'accident passent d'un chauffeur de somnolence, par exemple, à indiscipline. Tout est encadré par le code de la route. Si vous vous rappelez bien, il y a eu un moment où on a eu un chauffeur qui avait pris des passerelles de taxi. Et il a bien sûr été appréhendé, passé en justice, il a fait 6 mois de prison. Parce qu'il faut une sanction. Mais la sanction a un rôle. Le rôle d'une sanction est de tous ordres, deux ordres. Premièrement, c'est un rôle dissuasif ou un rôle punitif. Mais est-ce qu'on a le droit de punir quelqu'un qui n'est pas formé? Parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne sont pas formés. Donc aujourd'hui, la première action qu'on fera, c'est la formation obligatoire. La responsabilité de l'État. Responsabilité de l'État, tout le monde va passer au permis. Responsabilité de l'État, tout le monde va passer à l'autre école. Un médecin sort d'une école, un chauffeur doit sortir d'une école. Bien sûr. On va donc passer à ça. Mais le point le plus important, ce sera la dématérialisation des titres.
Aujourd'hui, le permis à points sera là. Tous les titres de permis de fraude seront éliminés. Et ce que je peux vous dire sur le code de la route aussi, c'est ce côté pas dissuasif des sanctions. Il faudra qu'on revienne à des sanctions dissuasives. Je vous donne un exemple. Un accident de la circulation. Oui. On vous reprend votre permis. C'est 6 mois de prison maximum. Oui. C'est 20 à 200 000 francs d'amende. On va passer à la vitesse supérieure où la sanction sera exemplaire Plus corsé. et plus corsée. Oui, mais vous avez parlé tout à l'heure des permis qui ne sont pas réguliers, c'est ça. Mais comment on est arrivé à ce niveau de fraude extrêmement important? Vous savez, quand il y a une personne en face d'une autre personne, il y a toujours un risque. Ça, c'est l'être humain. D'abord, ça, c'est le problème fondamental. C'est pourquoi on va casser cette dynamique de personne à personne. Dématérialisation, ça veut dire qu'il n'y aura plus, sur le chemin critique, une personne face à une autre personne. Ce sera toujours une personne face à une machine ou une machine face à une autre machine. Il n'y aura plus d'intermédiaire. Je pense que c'est ça qui a fragilisé le système. Et deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Oui, mais je parlais tout à l'heure de la politique de prévention. Souvent, on entend les autorités que quand il y a drame, quand il y a accident mortel à un certain niveau. Est-ce que cette politique de prévention est ce qu'elle doit être, c'est-à-dire de façon permanente? L'autorité doit aussi communiquer sur la prévention. Je pense qu'elle est permanente, probablement. Ou alors, la communication peut-être n'y est pas. Un grand événement arrive, on entend les publicités à longueur de journée, faites attention, etc. Ça doit être permanent. Oui, je vous dis que c'est permanent. Moi-même, je suis allé dans des écoles, ici, faire de la sécurité routière. Moi-même, ministre les directeurs le font, parce qu'il y a un programme. Il faut parler d'abord aux jeunes qui demain seront les citoyens de ce pays, vont être les futurs conducteurs. Oui. C'est là qu'il faut formater. C'est pourquoi le changement de comportement est difficile. Il faut commencer au bas âge. Et on a un programme qui cible les enfants. On a même un centre de conduite pour les enfants, total, ici, derrière, où les enfants viennent les week-ends. Moi, je suis parti avec mes enfants. Ils apprennent le code, avec des voitures en plastique. Donc la formation est là. On a aussi un programme de sensibilisation les jours noirs, par exemple. Les fêtes religieuses, les magales. Et on a aussi un programme maintenant continu qu'on déroule pour sensibiliser les voyageurs, sensibiliser la population, parce que la route, elle est partagée. Ce n'est pas que les conducteurs, c'est les passagers, c'est les piétons. Chacun doit comprendre le code de la route pour qu'enfin on puisse, à bon escient, utiliser cette infrastructure. D'accord. Alors on termine peut-être par la mobilité. Vous donniez tout à l'heure des chiffres concernant la politique d'infrastructure du gouvernement de la République du Sénégal en ce qui concerne les routes, les autoroutes, etc. Aujourd'hui, en termes de mobilité urbaine, on voit aussi que le transport de masse dont vous parliez tout à l'heure, si je me trompe, vous me rectifiez, doit inclure également les bus, les minibus, etc. Alors, quel est le schéma sur lequel vous travaillez pour permettre effectivement aux populations de se déplacer comme ils veulent? Déjà, au niveau de la mobilité urbaine, de la même façon qu'on a mis le TER en place en termes de projet, on est en train de travailler sur un autre projet structurant, ou aussi structurant que le TER, qui est en parallèle au TER, c'est le BRT. Si vous voulez, c'est un métrobus, des bus très longs, articulés. On passe par une phase pilote qui va quitter Guédiawaye, aller à la gare de Dakar et faire de la multimodalité avec le TER. Ce sera le premier en Afrique. C'est un financement bus rapide sur transit. C'est-à-dire que c'est voies dédiées. Ce ne sont pas les mêmes voies qu'on divise, comme certains pays le font. On crée d'autres voies. D'accord. Complètement parallèles, dédiées à ces métrobus ou ce BRT, avec des gares, comme des gares de métro, des bus confortables, sécurisés et qui viennent à l'heure. C'est ça qui va permettre le report modal. C'est-à-dire que quelqu'un, vous comme moi, qui aujourd'hui, chacun de nous prend sa voiture pour aller travailler,
Pourquoi? Parce qu'on veut arriver à l'heure, parce qu'on aime le confort de notre voiture, oui. Parce qu'on est en sécurité quand on conduit. Mais si on a un remplacement et qui coûte moins cher, les gens feront du report modal. C'est-à-dire laisser ta voiture et prendre le bus. Et c'est ça qui va diminuer l'engorgement sur les routes. Celui-là, il est en place. Il va avoir ce qu'on appelle des feeders, donc des bus de rabattement de même qualité, de même confort, qui feront que quelqu'un prendra un seul ticket du TR pour prendre un bus de rabattement, reprendre le BRT et aller à destination et vice-versa. Ça, c'est innovant. C'est la première fois que ce système sera mis en place au Sénégal. Et ça va se faire quand exactement? Le BRT, les marchés seront lancés au mois de juin. Mais le financement est déjà acquis. C'est 360 millions de dollars de la Banque mondiale. Financement acquis, donc il n'y a aucun problème. Ce sera des bus aussi économes, parce que ce sera du bimode comme le TR. On a d'ailleurs 30 millions de dollars qui nous ont été donnés par le Fonds vert. Donc en 2018, fin 2018, on aura aussi bien notre TR que notre BRT, et les Sénégalais, en toute quiétude, se déplaceront avec un seul ticket, aller d'un bus au train et vice-versa. Mais ça, c'est pas... Oui. Allez-y. Bon, pour la mobilité, ce n'est pas seulement le TER et le truc. Il y a aussi d'autres bus comme AFTU. AFTU, vous connaissez, c'est la mobilité urbaine. On est passé aujourd'hui à un rythme supérieur. On a multiplié la cadence par 4. Dakar Demdik, on a multiplié la cadence par 4. Mais tout ça, ça va dans le renouvellement. Parce qu'il faut d'abord renouveler et mettre en place un système d'exploitation. C'est ça qui permettra de gagner au niveau de la mobilité urbaine. D'accord, renouvellement, on en parle, mais il y a toujours le parc est toujours vieillissant, hein, quelque part, parce qu'on a toujours les cars rapides. On a parlé à un moment de renouvellement de ces cars, etc. Est-ce qu'on peut aller vers carrément ce renouvellement souhaité, carrément un parc tout à fait... Oui, voilà. C'est quelque chose de progressif. Oui. Effectivement, le programme a été mis en place par la Banque mondiale depuis 1998 même. Ouais. Moi, j'étais à la Citibank, j'ai travaillé un peu sur ce programme. Aujourd'hui, si je vous dis, il n'y a eu que 907 interurbains qui ont été remplacés les 12 dernières années. Nous, on a remplacé quand même combien? 1150 pour ne pas me tromper. Oui. Donc, on a multiplié la cadence par 3. De 76 bus par an, aujourd'hui, on est à 230 bus par an. Le mécanisme prend du temps parce qu'il y a un problème de stock. Ouais. Et il y a aussi, il faut être vigilant. Parfois, c'est des bus qui doivent aller à la casse. Il faut être vigilant et savoir effectivement que ces bus ne sont pas passés par la grande porte pour revenir par la petite porte et être peut-être à Guédiawaye ou ailleurs. D'accord. Mais Monsieur le ministre, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, ça a été un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci bien. Merci, mesdames, messieurs. Je rappelle que nous étions avec le ministre Mansour Iliman Kane en charge des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Merci beaucoup. Rendez-vous dimanche prochain. Et tout